Bonjour, c'est Maxlog, ça y est, c'est la rentrée, donc je suis allé chez le coiffeur. Donc oui, ma houppette est de retour. Bienvenue dans cette vidéo critique, ça faisait super longtemps que je voulais faire une critique de film sur YouTube. Mais je l'ai jamais fait parce que j'ai pas forcément eu beaucoup de choses à dire sur les films en particulier. Ou alors je comptais faire une critique illustrée pour appuyer mes propos. C'était le cas pour Star Wars 9 où je disais pourquoi j'ai aimé Star Wars 9. Du coup cet été j'ai été une fois par semaine au cinéma depuis la réouverture. Du coup dans cette vidéo je vais critiquer tous les films que j'ai vus. Du coup je vais essayer de parler assez rapidement parce qu'il y a 9-10 films, je sais plus exactement, à parler. Donc on va commencer maintenant. On commence donc avec le premier film que j'ai vu, qui est sorti avant le confinement, mais du coup il est ressorti à la réouverture des cinémas. The Invisible Man, réalisé par Leigh Whannell. The Invisible Man, c'est le titre original, et en français ils l'ont traduit par Invisible Man. Merci les mecs. Donc j'ai bien aimé la réalisation, j'ai bien aimé le scénario. Elisabeth Moss joue très bien. Au niveau de la réalisation, les plans que j'ai bien aimé, des plans fixes mais qui duraient un certain temps pour te montrer le truc qu'il voulait montrer. Il me semblait que j'avais d'autres choses à dire concernant Invisible Man, mais j'ai complètement oublié. J'ai pas pris de notes, je pensais que j'allais tout retenir, mais bon, bah, à moins que j'ai quelque chose qui me revienne en tête, on va passer au second film. Une sirène à Paris réalisée par Mathias Malzieu, qui est adapté d'un livre écrit par Mathias Malzieu lui-même. Je n'ai pas lu le livre, donc je ne sais pas si c'est une bonne adaptation ou pas. Concernant le scénario, il y avait des trucs qui... Le film est très bien, mais au niveau du scénario, il y a des trucs qui me gênent un peu. Le fait que on ne sait pas quand ça se passe. Parce que un moment, je me suis dit, ça doit se passer à peu près cette période-là. Et après, je me suis dit, ah non, en fait, ça se passe de nos jours. Et, voilà. Et j'ai remarqué aussi des facilités scénaristiques. Par exemple, le personnage joué par Nicolas Duvauchel, bon, je sais plus le nom du personnage, quand il quitte son appartement, il laisse la clé sous le paillasson. Ce qui permet plus tard à la voisine de prendre la clé sous le paillasson et de rentrer chez lui comme ça. Pour moi, c'est une facilité scénaristique parce que s'il prendrait sa clé sur lui, la voisine ne pourrait pas rentrer. Et est-ce que c'est vraiment utile que la voisine rentre dans son appartement pour créer la scène de danger avec l'incendie? Ceux qui l'ont vu comprendront. Là, dans ce cas, oui, mais je pense ça aurait pu, on aurait pu faire ça autrement. Genre, Nicolas Duvauchel, il fait tomber il perd sa poche est trouée, il perd sa clé et du coup sa voisine la récupère par terre. Par exemple, on aurait pu faire un truc comme ça. Et ça, je viens de l'imaginer tout de suite là. Sinon, à part ça, le film est très prenant. On passe donc au prochain film. C'est quoi le nom de ton père? L'aventure des Marguerites, réalisé par Pierre Corré. Je vais vous raconter vite fait de quoi ça parle. Ça parle de deux filles, donc une qui s'appelle Margot et une qui s'appelle Marguerite. Margot vit de nos jours et Marguerite vit à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, donc 1942 je crois, un truc comme ça. Les deux filles se ressemblent et à un moment elles vont échanger leur place. Vous l'avez remarqué, c'est un scénario assez basique, un truc qu'on a déjà vu. Et finalement c'était plutôt sympa. Pourquoi le film s'appelle L'aventure des Marguerites? Parce qu'il n'y a qu'une seule Marguerite dans le film, l'autre s'appelle Margot, donc pourquoi l'aventure des Marguerites? Le titre, t'aurais pu faire un jeu de mots. Marguerite, par exemple. Au niveau des deux périodes, moi, si j'aurais réalisé le film, j'aurais fait un truc, c'est-à-dire que
j'aurais fait de la colorimétrie quand ça se passe en 1942. J'aurais fait un truc un peu plus sombre. Pas forcément éclairé de manière sombre, mais au montage, assombrir l'image. Et de nos jours, laisser normal. Voilà, moi j'aurais fait ça comme ça. Peut-être que c'est le cas, mais si c'est le cas, ça se voit pas. Voilà. On va parler du jeu d'acteur aussi. Lila Guenot. Si tu regardes cette vidéo, fais de ton métier actrice. Elle joue deux rôles, le rôle de Marguerite et Marguerite. Elle joue deux rôles différents en plus. Et elle joue les deux rôles super bien. Lila Guenot, fais de ton métier actrice. C'est une obligation. Je pense que si elle a joué dans ce film, j'imagine qu'elle veut devenir actrice professionnelle, mais bon, c'est qu'une enfant, du coup, peut-être qu'elle veut rester une amateur, mais faut qu'elle devienne actrice professionnelle. Et le personnage du beau-père, je trouve que Clovis Cornillac joue bien dans ce film parce qu'à un moment, j'ai eu de la peine pour lui. Voilà. On passe maintenant au film que j'ai vu après ça. Divorce Club de Michael Youn. Je vous déconseille fortement de le voir parce que c'était pas ouf. J'ai pensé plusieurs fois à partir. Je l'ai pas fait, je suis resté jusqu'à la fin. Mais j'ai pensé plusieurs fois à partir tellement que c'était pas ouf. Il y a des scènes beauf. T'as plusieurs moments où t'as deux personnages qui sont en train de se galocher. J'ai rien contre les gens qui se galochent, mais le problème là, c'est que ils en font des caisses. Alors je vais vous montrer comment ils auraient dû faire. Vous allez voir mes talents d'acteur. Ils auraient simplement pu juste faire ça. C'est tout. Alors que là, ils font durer le truc. Ça dure pas 3 ans non plus, mais ils se roulent trop de pelles, c'est ça. Et le plus gros défaut du film, il n'y a pas de grosse prise de risque. Et le problème de ça, en fait, c'est le fait que ce soit une comédie. Si moi j'aurais réalisé le film, j'aurais pas fait une comédie, j'aurais fait une comédie dramatique. Pour que à la fin, t'aies une prise de risque. Parce que la fin, c'est beaucoup trop rapide. Le mec, il se fâche avec son meilleur ami et avec sa meuf. Et à la dernière scène, son meilleur ami pardonne, tu sais même pas pourquoi. Et le pire, comment il fait pour récupérer sa meuf? T'as aucune explication, t'as aucune raison. Sa meuf, elle est fâchée contre lui et il arrive à la récupérer. Enfin, je sais plus s'il la récupère, mais en tout cas, il arrive à se faire pardonner par sa meuf. T'as aucune explication de ça. Comment il a réussi? Ils auraient pu prendre une prise de risque en lui faisant pas, se faire pardonner par son meilleur pote, peut-être. Mais le truc de la meuf, ils auraient pu prendre le risque qu'il se fasse pas pardonner, le perso principal. Soit il arrive à se trouver une autre meuf, ou soit ça se termine dramatiquement et on sait pas ce que devient le perso. Il y a McFly et Carlito qui jouent dans le film, mais c'est totalement marketing. Ça sert juste à faire, oh, regardez, il y a McFly et Carlito dans le film. Il y a même pas de gros plans sur eux, quoi. Enfin, on les voit au premier plan, mais la caméra se concentre pas dessus. Ils sont sur les côtés. Et même McFly et Carlito, ils sont crédités. David Koskas aka McFly, Raphaël Carlier aka Carlito. AKA on dit, mais bon. Ils savent même pas s'il faut les créditer sous leur pseudonyme ou sur leur vrai nom. Ils auraient pu les remplacer par deux acteurs et éviter d'aller voir Divorce Club. On passe au prochain. Tu veux pas que je la prenne chez moi? Adorable de Solange Sicurel. J'ai bien aimé et ça m'a donné des idées de conneries. Alors, oui, je tiens à préciser ça. Le film, je l'ai vu quand j'étais en vacances chez mes grands-parents. J'étais le voir au Cinéville Saint-Nazaire et il s'est passé un truc pendant la projection. Et si je serais allé le voir à Pathé-Orléans comme d'habitude, je pense que Pathé-Orléans aurait mieux géré la situation. C'était pendant la scène où elle demande à son père, joué par Lucien Jean-Baptiste, donc elle est chez son père et elle demande « Papa, je peux te parler d'un truc, mais faut que tu me promettes de dire oui ».
Donc, ceux qui ont vu le film, je pense que vous voyez de quelle scène je parle. Pendant cette scène, le film s'est coupé brusquement. Il y a eu une alarme incendie. C'était une fausse alerte, il n'y a pas eu d'incendie. Le film a repris quelques instants plus tard. Le problème, c'est que ils ont remis le film 3 minutes avant. Ils n'avaient pas mis le son. Le son, il est revenu à la scène d'après. Donc c'était la scène avec Max Boublil et Elsa Zilberstein, pardon. Ils sont en train de boire un verre, je crois, on s'en fout, enfin c'est chez Elsa. Du coup, je n'ai pas pu voir la réponse du père. Donc, si vous avez vu Adorable, j'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires quelle est la réaction du père, s'il vous plaît. Et en vrai, on n'en entend plus parler pendant le reste du film de sa réponse. Soit il dit oui, et dans ce cas c'est cool, ou soit il dit non, et la meuf elle sort alors qu'elle a pas le droit. Mais il y a juste le fait qu'elle sort, et à part ça, le reste du film, on n'entend plus parler de... Enfin, on sait pas. Il y a aussi Amir qui joue dans le film, il joue juste dans une scène, il joue son propre rôle, et je trouvais qu'il avait bien joué. En même temps, jouer son propre rôle, ça ne doit pas être hyper compliqué non plus. Donc en gros, il arrive dans la boulangerie, il est d'un air sérieux et après, quand il demande une baguette, il fait un sourire. C'est pas surjoué ou sous-joué. Amir, il a pas d'expérience cinématographique. Et là encore, la présence d'Amir, elle est juste pour amener du monde. Les fans d'Amir, ils savent qu'il est dans le film, du coup ils vont voir le film et ça apporte de la thune. Il est utile à l'histoire quand la mère veut aller au concert d'Amir, mais elle peut pas parce que sa fille lui a trafiqué son billet. Mais dans cette scène, Amir, il est pas présent physiquement. Il est présent physiquement juste dans une scène où on aurait pu se passer de lui, quoi. Et du coup, si ça aurait pas été un chanteur à la mode, la scène du concert, t'aurais pu ne pas prendre un chanteur à la mode et inventer un personnage, comme c'est le cas pour DJ, comment ça s'appelle? DJ JV, un personnage totalement inventé. T'aurais pu faire la même avec Amir. T'inventes un chanteur ultra à la mode. Bonjour, ici Max Locke du montage qui vous parle. En voyant les images de la bande-annonce pour la mettre dans la vidéo, j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas remarqué pendant le film. J'ai l'impression qu'il y a un problème au niveau de l'éclairage. Le personnage principal est une fille métisse, et j'ai l'impression que l'éclairage fait en sorte d'éclaircir sa peau, de manière à ce qu'on n'a pas l'impression qu'elle soit métisse. Je ne sais pas si c'est le cas ou si c'est une impression, mais de toute façon, moi, je suis pas le mieux calé pour parler luminosité. C'est tout pour Adorable, maintenant on passe à... Tapé chaud, réalisé par Adeline Picot. C'était mieux que ce que je m'y attendais. Je m'attendais à un truc pire. Là encore, au niveau du scénario, il y a des trucs qui me gênent, oui. Donc si vous connaissez pas le film, je vous raconte très brièvement. C'est des ados dans un collège qui demandent à une fille de leur demander des conseils pour pécho, et la meuf leur raconte n'importe quoi. Et donc, le problème que j'ai avec le scénario, c'est à la fin, la meuf elle dit, je vous ai dit des conneries, fallait pas suivre mes conseils, en fait, il faut rester comme vous êtes. Et c'est comme ça que les autres vous accepteront. Et t'aurais pu aller beaucoup plus loin dans le message. Parce que j'imagine que le film, il veut te passer ce message-là. Mais du coup, va plus loin dans le truc. Et à un moment, il y a une scène où le personnage principal va voir un mec arabe et il lui demande, ouais, ça te dirait de prendre des cours pour pécho? Et le mec lui répond DTC. Et le personnage principal répond à ça, je parle pas l'arabe, moi. Est-ce que c'est pas un petit peu raciste envers les arabes, ça? Je sais pas, hein, je sais pas, c'est une question que je pose, mais moi, il y avait aussi un truc pendant le générique, t'as l'action sous différents points de vue, et du coup, t'as un point de vue là, un point de vue là, un point de vue là, et ici, t'as le nom des gens. Du coup, tu sais pas où regarder, quoi. C'est tout pour Taper chaud, on passe au prochain film. Greenland, réalisé par Rick Roman Woog. Greenland, c'est le titre original et le titre en français, c'est Greenland, le dernier refuge. Greenland, littéralement, ça veut dire Groenland. Du coup, pourquoi ne pas avoir appelé le film Groenland, le dernier refuge?
J'ai bien aimé, là aussi. Attends, mais je suis en train de réfléchir là. Qu'est-ce que je devais dire sur le film, mais j'arrive pas à m'en souvenir. Je sais que j'avais des trucs à dire, mais je m'en souviens pas. Bon bah tant pis, si je retrouve ce que j'ai à dire, je vais le rajouter au montage, mais du coup, bon bah, Greenland, j'ai bien aimé, voilà. On passe à la suite. Terrible jungle de Ugo Benamosi et David Claviglioni. C'était nul. J'ai trouvé que Vincent de Dienne jouait pas très bien dans ce film. Je sais pas si c'est un bon acteur d'habitude, mais dans ce film, je l'ai trouvé pas très bon. Il a réussi à me faire rire quand même, enfin à me faire rire, à me faire souffler du nez, mais les scènes les plus drôles c'était celles avec Jonathan Cohen, qui lui jouait bien, qui arrive à te faire rire, qui arrive pas à t'ennuyer, alors que ouais il y a certaines scènes avec Vincent de Dienne où je me suis fait un peu chier, c'est vrai. Le générique de début, t'as des images. J'imagine que c'est des images d'archives, j'en vois pas l'intérêt. Ça n'a aucun rapport avec le film en fait. Enfin, si du coup, parce que ça se passe dans une jungle avec un anthropologue et un peuple, mais avec le scénario, ça n'a rien à voir. T'aurais pu filmer des paysages juste pour le générique. On va terminer donc avec le dernier film que j'ai vu, le film de cet été. You wanna crash a plane. Tenet de Christopher Nolan, que j'ai beaucoup aimé. Il y a un truc que j'ai trouvé pas dommage, parce que c'est pas un truc essentiel, mais t'aurais pu le faire quoi. Certaines scènes du film sont été créées de deux couleurs, le rouge et le bleu. Le rouge c'est pour ce qui va à l'endroit et le bleu c'est ce qui pourrait... Non, c'est ce qui est à l'envers. Euh, Soit c'est ça, ou soit je me trompe et c'est l'inverse. Enfin bref, au début du film, t'as les logos de Warner Bros et de Synecdoche qui sont éclairés en rouge pour le premier et en bleu pour le deuxième. Sauf si c'est l'inverse, je sais plus. Et du coup, t'aurais pu mettre un des deux logos à l'envers. C'est pas grave, hein, mais ça aurait été... Ça aurait été amusant de le faire. Sinon, alors il y avait des gens qui avaient peur que Tenet soit la même chose qu'Inception. Et bah, il n'y a pas tant de similitudes à ça que à Inception. Tu retrouves bien des trucs sur le temps, mais tous les films de Christopher Nolan ont un truc en rapport avec le temps. Le seul truc copier-coller vraiment de Inception, c'est les crédits de fin. C'est le seul truc copier-coller. Et je sais de quoi je parle parce que avant de voir Tenet, j'ai revu Inception. Et non, il n'y a pas tant de similitudes que ça à Inception. Pourtant, je suis pas hyper familier du cinéma de Nolan. J'ai pas vu beaucoup de films de lui. Mais là, j'ai bien aimé Tenet. Ça fait longtemps que j'enregistre. Je sais pas si je vais tout garder au montage. Je pense que je vais garder ces éléments les plus essentiels de ce que j'ai dit. Donc voilà, si vous avez le temps pendant la rentrée, là, allez au cinéma parce qu'ils en ont besoin. Je vous rappelle quand même que tout ça, c'est un avis personnel et que vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me contredire en commentaire. Toujours dans le respect, bien sûr. C'était Max Lang et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!